est-ce que vous connaissez Sailor Moon ? Évidemment, tout le monde connaît Sailor Moon. Peu importe votre génération, Largo est tellement une icône de la pop culture dans le monde entier qu'il est impossible que vous soyez passé à côté. Ma question serait plutôt, est-ce que vous connaissez vraiment Sailor Moon ? Sailor Moon, ou plus justement Bishoujo Senshi Sailor Moon, est un manga de Naoko Takeuchi paru pour la première fois aux éditions Kodansha de février 1992 à février 1997. Ce manga, complété en 18 volumes pour sa première édition, nous propose de suivre l'histoire d'Usagi Tsukino, une collégienne de 14 ans qui, suite à sa rencontre avec Luna, un étrange chat doté de paroles, se révélera être Sailor Moon, gardienne protectrice de l'amour et de la justice. Par la suite, elle fera la rencontre des autres gardiennes du système solaire et ensemble elles se battront pour défendre l'univers. Ce manga deviendra un emblème du genre du Magical Girl et se verra diffusé dans le monde entier pour encore à ce jour se trouver dans le top des ventes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers de Sailor Moon au travers de 3 différents axes et donc 3 différentes vidéos. Tout d'abord, dans cette première vidéo, on va s'attarder sur ces 3 adaptations majeures afin de comprendre comment celle-ci est devenue une telle icône de pop culture. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous proposerai de retracer l'histoire du genre du Magical Girl et l'impact de Sailor Moon dans celui-ci pour en décortiquer sa portée féministe. Et finalement, dans une troisième et dernière vidéo, je m'attarderai sur l'importance de la série et son influence pour les communautés queer et LGBT. Sailor Moon est une série assez dense qui se découpe en 5 arcs principaux: Dark Kingdom, Black Moon, Infinity, Dream et Stars. Cette série se décline également en 3 versions différentes. L'original, le manga, complété en 60 chapitres entièrement écrits et dessinés par Naoko Takeuchi. Sa première adaptation animée, diffusée à partir de 1992, une série de 200 épisodes qui se découpe en 5 saisons. Cette première adaptation prend pas mal de liberté dans sa trame narrative, s'éloignant de l'œuvre originale, notamment due à son haut pourcentage de filler. Et sa seconde adaptation animée, Sailor Moon Crystal, réalisée entre 2014 et 2024, plus fidèle à la fois dans son esthétique et dans sa trame narrative à l'œuvre originale, et qui cette fois se découpe en 38 épisodes et 4 films. Alors vous vous doutez que si je vous résume tout ça dans le détail, on en a pour des heures et des heures de vidéos. Donc l'idée de ce résumé, ça va être de vous donner une idée globale de la trame narrative commune à ces 3 adaptations, afin d'avoir une bonne base qui permettra à tout le monde de s'y retrouver et de pouvoir suivre le déroulé de mon analyse pour ces 3 grosses vidéos. Alors pour commencer, je vais vous parler très brièvement de sa genèse, codename Sailor V. À sa création, Sailor Moon devait être un spin-off à cette première ébauche de Naoko Takeuchi. En effet, codename Sailor V nous propose de suivre les aventures de Minako Aino, la première guerrière à s'être éveillée, autrement dit Sailor Venus. En gros, dites-vous que ce premier volet est comme une ébauche en 16 chapitres de Sailor Moon qui révélait déjà le talent de la jeune autrice puisque c'est cette série qui devait dans un premier temps être adaptée en animé par la Toei. Alors, et on le constate assez vite, Sailor V s'illustre avant tout comme une sorte de prototype de Sailor Moon, faisant de cette série son préquel. Tout commence avec l'arc Dark Kingdom où nous faisons pour la première fois la rencontre d'Usagi Tsukino, une collégienne de 14 ans tout à fait ordinaire, au détail près qu'elle se révèle rapidement être la réincarnation de Serenity, princesse de la Lune. Tout au long de cette première partie, accompagnée de ses amies gardiennes placées sous la protection des planètes du système solaire, Ami Mizuno Sailor Mercury, Rei Ino Sailor Mars, Makoto Kino Sailor Pluto et Minako Aino Sailor Vénus, celle-ci affronte une étrange entité nommée le Dark Kingdom, avec pour but la protection du cristal d'argent, essence des pouvoirs de Sailor Moon et du Silver Millennium, royaume de la Lune. Cet arc se concentre alors avant tout sur le passé tragique de notre héroïne au travers de sa relation amoureuse avec Tuxedo Mask, ou plutôt Mamoru Shiba, réincarnation d'Endymion, prince de la Terre. En effet, ceux-ci semblent victimes d'une tragédie du fait de leur amour interdit. Queen Beryl, ainsi que les Shitenno et l'instigatrice du Dark Kingdom Metalia, se révèlent toutes et tous faire partie de ce malheureux passé qui se répète. Pour vivre pleinement leur amour, protéger la Terre et rétablir l'infini pouvoir de la Lune, nos protagonistes doivent trouver une issue à cette fatalité, menant le groupe à son sacrifice. Heureusement, grâce au cristal d'argent et à leur foi en elles et eux, nos héroïnes réussissent à vaincre une bonne fois pour toutes Metalia et à rompre la malédiction qui semblait s'abattre sur le couple. Sailor Moon, qui se voit tout au long de l'histoire tiraillée par sa double identité, décide finalement de rester sur Terre, aspirant à vivre enfin une existence paisible et heureuse aux côtés de celles et ceux qu'elle aime. Celle-ci renonce à ses fonctions de princesse Serenity et se voit alors confier de nouveaux pouvoirs bien plus puissants, annonçant que sa quête n'est pas encore terminée.
L'arc Black Moon débute avec l'arrivée chez les Tsukino d'une mystérieuse petite Usagi que nos héroïnes surnomment rapidement Chibiusa. Cet arc, cette fois-ci concentré sur le futur, nous propose de suivre la lutte de nos héroïnes contre la secte Black Moon. En effet, comme on le comprend assez vite, Chibiusa se trouve être la fille des futurs Usagi et Mamoru. Celle-ci, traumatisée et impuissante, supplie les gardiennes Sailor de sauver son royaume et sa mère. En effet, le Tokyo du XXe siècle sur lequel régnait pourtant la paix éternelle a été anéanti par la fameuse secte. De plus, sa mère, Queen Serenity, seule détentrice des pouvoirs du cristal d'argent et donc seule personne capable de sauver le royaume, est depuis inconsciente. Au fil de cet arc, on comprend que Black Moon se compose d'opposants au régime de Crystal Tokyo. Celle-ci, dirigée par le prince Diamond, est en réalité sous l'emprise de Death Phantom, un puissant criminel banni sur la 10e planète cachée du système solaire Nemesis, avec laquelle son âme a fusionné. Leur but est de détruire les Tokyo des deux époques afin d'empêcher Sailor Moon d'accorder l'immortalité aux terriens et donc de supprimer la conflictualité de la vie humaine. Au cours de l'intrigue, on comprend que Chibiusa n'a pas du tout confiance en elle et nourrit une rancœur non seulement envers sa mère, mais surtout envers elle-même, puisqu'en effet, c'est elle qui, en s'emparant du cristal d'argent, a rompu la protection de son royaume. Elle se sent coupable et seule. Alors, bien qu'elle finisse sous l'emprise de Death Phantom par devenir Black Lady, c'est grâce au sacrifice d'une toute nouvelle guerrière interdite à quitter son poste, Sailor Pluto, gardienne du temps et amie de Chibiusa, que la situation plus que critique de nos héroïnes pourra se dénouer. Cet arc se concentre sur l'amour et la confiance pour soi et envers les autres, et c'est finalement en croyant en elles et eux et en leur amour qu'Usagi, Mamoru et Chibiusa réussissent enfin à vaincre Death Phantom et à sauver leur avenir. L'arc infini commence avec l'apparition d'étranges kadatavismes à Tokyo. Ces phénomènes inexpliqués se multiplient et les gardiennes Sailor font la rencontre de 3 nouveaux personnages clés pour la suite de l'histoire: Haruka Tenno, Michiru Kaio et Otaru Tomoe. Cette partie se concentre principalement sur la création d'une étrange académie située dans la zone infinie, appartenant à Soichi Tomoe, scientifique fou et père d'Otaru. Rapidement, Chibiusa, qui se noue d'amitié avec la jeune fille, apprend que celle-ci a la santé fragile car elle a subi un grave accident lorsqu'elle était enfant, faisant de son corps un assemblage de prothèses mécaniques créées par son père. En parallèle, Sailor Moon et ses amis apprennent à connaître Haruka et Michiru, qui ne sont autres que Sailor Uranus et Sailor Neptune. Dernière membre du trio du système solaire externe dont Setsuna, la réincarnation de Sailor Pluto, permettra leur entier réveil. En effet, celles-ci ont été réincarnées sur Terre car elles n'ont pas pu empêcher l'invasion des Deathbusters, des extraterrestres cherchant à s'emparer de la planète Terre afin d'y recréer, selon les souhaits de Pharaoh 90, leur maître suprême, leur système solaire originel. Cependant, celles-ci sont inquiètes de leur retrouvaille puisque l'entrée en résonance de leur talisman annonce également la fin du monde. Et justement, Otaru, qui se trouve avoir été utilisé par son père comme sujet d'expérimentation et réceptacle à Mistress Nine, la compagne de Pharaoh 19, n'est autre que Sailor Saturn, la déesse du silence, invoquée et crainte par les détentrices des talismans. Cependant, bien qu'elle semble redoutée par l'ensemble de ses sœurs Sailor, celle-ci se trouve être la véritable sauveuse de la Terre et du Silver Millennium pour cet arc. En effet, bien que la situation semble critique et que les 3 gardiennes Sailor externes pensaient avoir pour objectif de sceller cette dernière et empêcher l'apocalypse, c'est grâce à son jugement et son sacrifice que s'éveille Neo Queen Serenity. En fait, en anéantissant Pharaoh 90 en se sacrifiant, celle-ci abat son jugement de déesse de la mort, annonçant le renouveau, l'éclosion du nouveau monde et donc de la réincarnation du Silver Millennium sur Terre. Finalement, grâce à cette nouvelle aventure, l'ensemble des Sailor ont créé des liens forts et sont à présent plus unis que jamais. Mais cette résolution signifie aussi qu'il est donc temps pour Haruka, Michiru et Setsuna de retrouver leur place de gardienne du système solaire externe, en n'oubliant pas d'emporter avec elles la réincarnation de la future Sailor Saturn. L'arc Dream commence par une éclipse solaire totale, marquant l'apparition du Dead Moon Circus, entité maléfique dirigée par Nehelenia, souveraine des cauchemars, aidée de Zirconia et de l'Amazon Quartet. Leur but, plonger la Terre dans les ténèbres et s'emparer du Golden Crystal, source du véritable pouvoir terrestre. Cet arc nous amène à en apprendre davantage sur le Golden Kingdom, le royaume de la Terre. Tout commence par la rencontre de Pégase et la découverte de l'existence de l'Elysion, un royaume sacré, noyau de la Terre, protégé par le prêtre Hélios. Cette rencontre nous apprend alors que Mamoru est affaibli par une malédiction symbolisée par une rose noire proliférant dans ses poumons, ce qui ne tarde pas à toucher également Usagi. Ce dernier se révèle être lié à Hélios, la Terre et l'Elysion. Leur santé décline ensemble, annonçant une catastrophe imminente. De leur côté, Mercury, Mars, Jupiter et Vénus affrontent leur peur et éveillent de nouveaux pouvoirs appelés Crystal Power.
En parallèle, les Sailors externes, Uranus, Neptune et Pluto, s'éveillent à nouveau grâce à Hotaru, dont la croissance accélérée lui permet de retrouver sa véritable identité de Sailor Saturne. Alors que les cauchemars finissent par envahir l'ensemble de la Terre, Usagi et Mamoru échappent de justesse à la maladie qui les rongeait grâce à Helios, tandis que le premier affrontement contre l'Amazon Quartet révèle qu'elles sont en réalité les futures gardiennes de Chibiusa. À l'issue de ce premier affrontement, Usagi se rend de l'autre côté du miroir, engageant son premier face-à-face avec Nehelenia. On apprend alors que la souveraine est une part d'ombre de Queen Serenity, jadis scellée dans un miroir après avoir maudit le Silver Millennium et sa princesse. Cette malédiction se révèle alors être la réelle cause de la chute de celui-ci, comptée lors du premier arc. Finalement, c'est l'éveil total des princesses planétaires qui permettra à Sailor Moon de venir à bout de leur ennemi. Grâce à leurs cristaux combinés, Usagi devient Eternal Sailor Moon et vainc Nehelenia, dont Zirconia était en fait sa véritable forme, rongée par la colère et le désespoir de voir sa beauté et sa puissance la quitter. Chibiusa, quant à elle, accomplit une nouvelle étape de son parcours en obtenant comme les autres Sailors son propre cristal, le Pink Moon Crystal. L'arc Dream se conclut par le couronnement d'Usagi et Mamoru comme reine et roi de la Terre. Cet arc célèbre la force de l'espoir face au désespoir. Même dans l'obscurité, une étoile brille toujours en chacun et chacune de nous. Stars, l'arc final débute assez franchement par la disparition sous les yeux d'Usagi de Mamoru. Son Golden Crystal lui a été dérobé. Mais cette dernière ne se souvient de rien, comme si ses souvenirs avaient été effacés par le traumatisme. Simultanément, un nouveau groupe d'idols, les Freelights, arrive au lycée. Cet étrange groupe se révèle rapidement être les Sailor Starlights, venus du système Kinmoku, à la recherche de leur princesse disparue. Peu après, une étrange petite fille nommée Shibi apparaît et vient en aide à Kakyu, la princesse de Kinmoku. Leurs nouveaux ennemis se nomment le Shadow Galactica, dirigé par Sailor Galaxia, la guerrière la plus puissante de l'univers, manipulée par Chaos, une entité destructrice. Celle-ci cherche à s'emparer de tous les cristaux afin d'unifier leur pouvoir. Cette quête destructrice menant une à une les gardiennes Sailor à leur perte, laissant donc Usagi seule et emplie de colère. Ce sont les Anima Mates, des anciennes rivales jalouses de ne pas avoir été choisies pour protéger les planètes et étoiles du système solaire, qui sont à l'origine de tous ces décès, qui mènent toujours inévitablement à leur propre perte. Vengeresse, Sailor Moon accompagnée de Chibiusa et Shibi atteint avec Galaxia le Galaxy Cauldron, berceau de toutes les étoiles, berceau de la vie. Face à Galaxia, celle-ci perd finalement tout ce qui lui restait. Cependant, malgré toute la souffrance endurée et engendrée, celle-ci la sauve d'une attaque de chaos. Elle comprend enfin qu'elle n'atteindra pas la paix si elle répond toujours à la violence par la violence. Et c'est donc en refusant de se battre qu'elle choisit l'espoir, mettant fin au cycle de violence qu'elle perpétuait jusqu'à présent. Shibi révèle alors sa véritable identité, Sailor Cosmos, la forme finale de Sailor Moon, venue du futur pour l'induire à choisir de tout détruire pour éradiquer la guerre, plutôt que de continuer à croire en l'amour et la paix. Celles-ci ayant perdu tout espoir, vivant depuis des années dans la guerre et la souffrance. Cependant, Usagi reste maîtresse de ses choix, et décide finalement de préserver son existence et donc la vie elle-même. L'univers renaît de nouveau, permettant aux gardiennes de poursuivre leurs rêves et leurs existences. Comme vous avez pu le voir au travers des diverses images utilisées tout au long du résumé, Sailor Moon est une œuvre majeure du Magical Girl qui a su évoluer et persister au fil du temps au travers de ses diverses adaptations. D'un point de vue très personnel, la version que je préfère reste et restera sûrement toujours le manga, que je trouve bien plus porteur d'un message originel, complet et fort, mais c'est peut-être aussi car j'ai connu l'œuvre tardivement dans un premier temps au travers de cette version. Cependant, ces différentes adaptations n'en sont pas moins marquantes et se montrent même complémentaires à la version d'origine. Sailor Moon, le manga, bénéficie d'une esthétique magnifique et minutieuse. La beauté des dessins et la technique de Naoko Takeuchi accompagnent merveilleusement sa narration et reste un point premier d'accroche sensible et majeur dans la réception de son récit. Évidemment, bien que son scénario est indéniablement fort et bien écrit et que le lore qui l'accompagne s'affirme riche et établi, celui-ci souffre malgré tout de quelques petites faiblesses, notamment quelques longueurs dans le rythme de certains arcs. Le meilleur exemple étant selon moi l'arc Dream qui est assez long et un peu moins impactant que les autres à sa première lecture car parfois plus difficile à suivre. Malgré cela, l'histoire est globalement fluide et notre intérêt pour le récit ne fait que croître d'arc en arc, nous tenant en haleine jusqu'au bout. Tout du long, on se demande comment va bien pouvoir se conclure cette œuvre. Au travers de son univers, Naoko Takeuchi réussit à nous toucher en abordant des thématiques larges et complètes dont le final se montre à la hauteur, voire même au-delà de nos attentes. Même si entre nous, l'happy ending forme mielleuse et mariage me laisse un peu de marbre. Sailor Moon fourmille de petits détails et subtilités quant au traitement de certaines relations qui au fil des relectures nous laissent quelques découvertes supplémentaires.
Il est cependant par moments pas toujours évident, comme beaucoup de mangas, de suivre pleinement le récit avec une utilisation du show-don't tell parfois difficile à décrypter au vu de la minutie et du foisonnement des scènes. Mais à ce sujet, l'anime complète alors bien certains passages permettant de mieux comprendre ce qu'il se passe. Finalement, pour moi, le plus gros point faible de l'œuvre est qu'elle n'échappe pas complètement au genre dans lequel elle se construit. Malgré une œuvre complète, celle-ci reste fortement enracinée dans l'essence même du shoujo, mettant beaucoup en avant son histoire d'amour au-delà d'un univers surprenant et original. En gros, le fait que l'histoire se construise principalement autour de la romance d'Usagi et Mamoru, qui est d'ailleurs pas un personnage si bien écrit que ça en plus, fait que l'hétéronormativité transpirant de l'œuvre me fatigue. On souffle fort. Néanmoins, ce manga reste une grande œuvre et à juste titre. Mais jusqu'ici, je n'ai quasiment parlé que de l'œuvre originelle. Alors qu'en est-il de ses adaptations ? Ça tombe bien, parce que j'ai testé pour vous. Comme dit plus tôt, Sailor Moon a connu en 1992, à peine un an après sa publication, sa première adaptation animée réalisée par la Toei. Cette version a connu un engouement quasiment instantané et s'est vue rapidement exportée dans le reste du monde pour une première diffusion en France sur TF1 dans le Club Dorothée dès décembre 1993. Alors, j'ai pas regardé les 200 épisodes parce que beaucoup de fillers, pas beaucoup de temps et surtout j'ai pas beaucoup aimé cette adaptation qui est pourtant souvent brandie par les fans de la série comme la Madeleine de Proust ultime. Mais au risque de vous décevoir, ça a quand même bien mal vieilli, et j'ai trouvé ça plutôt mauvais dans l'ensemble. Mais attendez avant de vous énerver, je vais préciser ma pensée. Au début, je me suis bien entendu laissé séduire par l'esthétique de la série, qui reste l'un des points forts de cette adaptation, entre les dessins délicieusement années 90, la qualité d'animation hallucinante, qui je vous le rappelle est faite entièrement à la main, et ces musiques qui sont des purs bangers. Alors évidemment, on ne retrouve pas ici l'élégance et la précision de Naoko Takeuchi, mais l'anime a tout de même le mérite d'avoir une esthétique propre à lui et bien marquante. Et c'est justement cette esthétique qui en a fait une œuvre culte et qui poursuit son influence encore de nos jours. Mais au-delà de son esthétique, l'anime souffre d'un gros problème de rythme et de cohérence dans sa scénarisation qui a fini par totalement échapper à la vision de l'autrice. Alors bien entendu, tout n'est pas à jeter, j'ai notamment trouvé quelques détails appréciables, comme le traitement des antagonistes bien plus riche dans cette version. Et oui, je me suis par moments laissé avoir par le cliché du les méchants sont pas si méchants dans le fond. Et même plus, puisque par moments j'avais même plus envie de suivre ces personnages que la Usagi insupportable et incapable au possible qu'on se coltine tout au long de la série. Je veux dire, l'ensemble des personnages secondaires sont clairement effacés par l'omniprésence d'Usagi qui est vraiment, et je pèse mes mots, la pire égocentrique de la Terre. Mais on va y revenir. J'ajouterai aussi une petite mention spéciale aux affrontements finaux qui sont relativement constamment très aboutis et émouvants à suivre. C'est juste dommage de devoir se taper 50 épisodes nuls juste avant quoi. Parce que voilà le plus gros poids mort de la série, son rythme. En effet, la série souffre de ses fillers, parce que spoiler, les épisodes canon, souvent ils sont construits eux aussi comme des fillers super longs et ennuyeux. Et vraiment, ça ne rend pas du tout justice à l'intrigue qui se trouve de fait super étirée et ultra décousue. Vraiment, c'est hyper chaotique à suivre, surtout que pour conclure, en général, ça accélère vraiment sur 3 épisodes finaux mal calibrés. Après, en x2, la série passe mieux. Sauf que ça veut pas dire pour autant que je passe un bon moment. Globalement, l'intrigue principale déjà très mal remaniée est surtout noyée sous une couche d'intrigues secondaires nulles qui accentue le côté tranche de vie de l'anime. Et en vrai je dis nul, mais je suis gentille, car c'est souvent pas mal cringe, voire carrément problématique. Genre Naru qui sort avec Nefrite. Elle a 14 ans, il en a 30, et ça pose problème à personne. Parce que le pouvoir de l'amour, tout ça, gros red flag. C'est juste pas acceptable de valider ce genre de relation qui se rapproche des dynamiques de grooming. Dans un ton plus léger, mais tout aussi patriarcal, on a aussi Tuxedo Mask, qui est vraiment, dans cette version, juste un mansplainer fou insupportable. Genre le gars débarque 2 secondes avant la catastrophe pour se la jouer sauveur d'honneur de leçon. Après, honnêtement aussi, avec Usagi, on n'est pas aidé, parce que cette héroïne est vraiment détestable. Je comprends l'idée, qui est la même dans le manga en soi, mais là, poussée au maximum, ici Usagi, c'est juste une vicose permanente qui évolue jamais, et ça rend toute la série molle et pas du tout aussi impactante que le manga. Et donc, j'en reviens au point principal, la série a vraiment très mal vieilli. Cette version véhicule clairement une vision ultra misogyne, patriarcale et sexiste dans l'ensemble. Genre, les remarques toutes les 30 secondes sur le fait qu'Usagi mange trop, qu'elle va grossir et que du coup son gars ne l'aimera plus. Je vous jure, il y a vraiment une fixette indécente et malsaine sur le poids des femmes. Bon, et il y a aussi ce message qui est en réalité le gros problème du manga et du shoujo en général, qui voudrait que toutes les femmes rêvent de devenir une épouse dévouée, mais dans certains épisodes ça va même plus loin que ça en véhiculant directement que même si un homme est dur avec toi, il faut lui faire confiance parce qu'il sait ce qui est bon pour toi et qu'il t'aime peu importe ce qu'il te fait endurer.
Oui, c'est vraiment une vraie morale de fin d'un des épisodes. Vous comprenez en quoi c'est violent comme message, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Puis je vais éviter de m'attarder de trop sur les classiques mauvais points de ce genre de série, comme les méchants qui sont vraiment très très méchants et qui font des monologues détaillant leurs plans parce qu'ils sont vraiment très très méchants, l'obtention des pouvoirs si peu amenés subtilement. On sait que c'est pour vendre des jouets, mais Naoko avait au moins la délicatesse de pas lui faire sortir ses baguettes de son cul dans des moments ultra random. Puis aussi le fait que les personnages sont vraiment totalement stupides par moments et que ça rend fou. Bref. Il y aura encore beaucoup de choses à dire et peut-être que finalement j'aurais dû arrêter mon visionnage quand au bout de 2 ou 3 épisodes mon avis restait le même. Je me fais chier quand je regarde Sailor Moon la version de 92. Et ça me fait vraiment, mais alors vraiment mal au cœur de dire ça. Et pourtant, c'est grâce à tous ces défauts que je me suis finalement décidée à m'attarder sur son remake, Sailor Moon Crystal. J'étais tellement déçue d'avoir découvert que cette œuvre dont j'avais pourtant entendu tant d'éloges n'était pas à la hauteur de mes attentes que je devais comprendre et découvrir ce que les fans reprochaient tant à Sailor Moon Crystal et pourquoi tout le monde me l'a déconseillé. Pourquoi était-elle, selon les fans, une si mauvaise réadaptation ? Et heureusement que je m'y suis attardée parce que Sailor Moon Crystal est vraiment un petit bonbon. En effet, cette version conquit elle aussi dans un premier temps au travers de son esthétique qui est vraiment magnifique. Sauf ses transformations 3D, mais ils se sont rattrapés après. Ce remake visuellement traduit justement toute l'élégance et la pureté du style de Naoko Takeuchi, et c'est vraiment une petite merveille pour les yeux. Aussi, on y retrouve une trame bien plus fidèle à celle du manga et qui permet une sorte de complémentarité à celui-ci avec parfois une meilleure compréhension de certaines scènes. Les musiques, très différentes de la version de 92, sont tout aussi banger, et c'était vraiment pas simple parce que malgré tous les défauts de la série de 92, les musiques sont vraiment magnifiques et cultes. Aussi, il y a quelques petits hommages à la version de 92 qui font sourire, ils sont subtils, discrets mais cependant vraiment appréciables, c'est un goût de nostalgie. En fait, chaque version possède vraiment son esthétique propre qui colle à son époque et ses interprètes. Ce qui est agréable aussi, c'est que bien que si on connaît l'histoire sur le bout des doigts, l'anime est vraiment hyper hypant. Je me suis pas ennuyée en le regardant, j'avais juste envie de découvrir l'histoire sous cette nouvelle perspective. Ici, on retrouve une mise en avant de l'aspect enquête de l'œuvre originale. L'anime s'en tient au scénario de base et ne rentre pas dans une version un peu plus tranche de vie comme sa prédécesseuse. Le suspense est entretenu et les protagonistes nous semblent réellement investis et affectés par les événements qu'ils et elles vivent. Et même si j'ai aimé l'expérience, je dirais que le point noir de ce remake est qu'il ne prend vraiment pas de risque. L'anime paraît même bien plus lissé, avec des choix un peu plus doux dans le scénario par moments. Les personnages sont moins incarnés, un peu plus idéalisés, voire carrément pas développés. On perd le charme des nuances qu'apporte le manga, avec des sapiens trop poussés, un impact moins puissant des questionnements soulevés. On voit bien qu'ici tout est plus aseptisé, plus lisse. Ce qui s'inscrit peut-être plus dans la lignée de ce qu'ont pu amener par la suite comme code des séries comme Pulikyua, avec la visée peut-être aussi d'un public plus jeune. Malgré tout, cette adaptation est douce et franchement très agréable à découvrir quand on est une adepte du manga comme moi, sans grandes attentes et sublimation cependant. Finalement, je dirais que peut-être que l'adaptation équilibrée se situerait entre les deux versions animées, avec une esthétique toujours plus soignée, mais surtout une plus grande fidélité à la trame principale, certes, tout en explorant davantage le potentiel narratif de chaque personnage. Vous l'aurez compris, après ce tour d'horizon, j'en reviens toujours à la même conclusion. Sailor Moon est indéniablement une grande œuvre. En effet, au-delà de son statut d'icône visuelle et de figure novatrice dans le monde de l'animation et du manga, Sailor Moon nous touche et nous porte aussi parce que son histoire aborde une multitude de sujets qui parlent de notre condition humaine dans sa globalité. Les questionnements existentiels nous touchent toutes et tous, ces réflexions nous animent perpétuellement et ce n'est pas rare que des œuvres s'en emparent comme le fait ici Naoko Takeuchi avec ses héroïnes magiques. Tout au long de l'œuvre, Usagi questionne son existence, tout d'abord son identité même entre ce que le destin voudrait qu'elle soit et ce qu'elle souhaite être vraiment au présent. Son parcours invite tous les personnages à se demander ce en quoi ils et elles croient, qui ils et elles sont et veulent être. On perçoit justement dans la plupart des arcs un grand conflit intérieur quant à la confiance en soi et aux autres. De plus, la narration explore la notion de passage du temps au travers des voyages et de la connexion des différentes dimensions. On sent toujours qu'un sentiment paradoxal anime Sailor Moon entre la volonté et la crainte de modifier le cours de l'histoire et du destin tel qu'il serait écrit. Mais est-il réellement figé ? En finalité, Sailor Moon est confrontée directement à ce qu'est conserver l'équilibre des choses. Dans sa volonté de paix et de bonheur éternel, doit-elle nécessairement se fier au choix de ses alter-ego futurs et passés ? Est-elle condamnée à se résoudre à devenir reine ? Aspire-t-elle elle aussi à imposer une sorte de dictature de l'éternité, peu importe le sang qui coulera sur ses mains ? Est-elle impuissante face à sa condition de Sailor Moon ?
Et ce sont des questionnements encore plus présents chez ces gardiennes. Souhaitent-elles réellement et sincèrement vouer leur existence à Usagi et son bonheur, ou luttent-elles pour vivre pleinement leur existence et réaliser leurs rêves? Mais surtout, est-ce vraiment possible d'échapper à leurs conditions de Sailor Guardian? En effet, Sailor Moon et le reste des protagonistes tout au long de la série semblent perpétuellement voués à répéter un cycle et à ne pas pouvoir s'émanciper pleinement de leur vie antérieure. Quand Usagi renonce à son statut de reine de la lune pour rester une terrienne à l'existence insouciante et paisible, celle-ci se voit confier de nouveaux pouvoirs, signifiant qu'elle va encore devoir se battre. Puis, elle est confrontée à son futur en tant que reine de la Terre et instigatrice d'une idéologie de l'éternité. Quand elle tente de vivre sa vie de lycéenne, celle-ci se voit ramenée à sa condition de femme dans un système patriarcal et doit alors s'occuper de sa future fille, ce qui la rend aux yeux de ses parents et du groupe bien plus crédible et mature. Alors peut-être que c'est cela qui détermine sa destinée, la menant à désirer plus que tout de devenir mère et épouse, et par la même occasion à y consacrer sa vie et renoncer à ses pouvoirs de Sailor Moon. Et on pourrait légitimement se demander si c'est ce qu'elle désire réellement, si sa relation avec Mamoru est plus profonde qu'une simple fatalité. Tout comme son rôle de Sailor Moon qui la ramène toujours à son statut de Neo Queen Serenity, et donc à se consacrer aux soins non seulement de son foyer, mais également de l'ensemble de l'humanité. Tout au long de leur parcours, les protagonistes sont confrontés à la notion de sacrifice. Sacrifice de leur existence humaine au nom de la protection du monde comme une vision militariste de la vie, dont plusieurs Magical Girls en font leur thématique d'ailleurs. Vivre et mourir pour le bien commun, ou plutôt pour le maintien de la dynastie sélénite. Cette tension revient toujours, nos gardiennes se battent-elles pour la paix et le bonheur universel, leur existence, celles et ceux qu'elles aiment et leurs propres rêves, ou pour le maintien d'une idéologie et d'un pouvoir qui les dépasse. Parce que toujours, leurs affrontements arrivent comme une obligation venant perturber le quotidien qu'elles essayent de construire. Ici, nos gardiennes luttent davantage et perpétuellement contre leurs propres conditions plutôt que par goût prononcé de la justice. Dans l'arc final, Sailor Cosmos vient frontalement poser cette question. Celle-ci veut se libérer de sa condition et des souffrances qui l'accompagnent. Son désespoir la pousse à souhaiter l'anéantissement total de toute forme de vie, comme si c'était la solution à la paix et au bonheur universel. Le néant plutôt que la vie et la mort. Et c'est pour cela qu'elle vient à Sailor Moon, pour la convaincre de prendre selon elle la bonne décision. Parce que s'il n'y a plus aucune forme de vie, il n'y aura plus de raison de faire la guerre, plus de souffrance et de désespoir. S'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de sang sur les mains, plus de lutte pour son pouvoir, plus de lutte pour exister. Dans l'arc final, on comprend l'ampleur du parcours qu'a fait Usagi. Elle s'émancipe finalement de ce qu'induit sa condition de gardienne de l'univers. Celle-ci préfère exister plutôt que d'instaurer la paix éternelle. Cependant, si l'on en croit sa mise en place au XXe siècle d'une forme de dictature à l'éternité, on peut se demander si cette décision ne continuera pas de la ronger éternellement. Elle sait que tout ceci est une tentative vaine d'échapper à la condition humaine et à la pureté soi-disant de ses actes. Elle tue ses opposants ou les bannit pour mettre fin au conflit. Elle fait partie du cycle de violence, elle aussi. Sailor Moon n'est pas pure et innocente, elle a du sang sur les mains. Et c'est justement ça qui fait grandir ses pouvoirs. La fin de Sailor Moon n'est pas simplement une victoire du bien face au mal, c'est une affirmation du libre arbitre, de l'amour et de l'espoir. Même face aux ténèbres les plus profondes, il y a toujours une étoile qui brille en chacun et chacune de nous. Usagi devient Eternal Sailor Moon, non pas par puissance, mais par sagesse, acceptation et compassion. C'est une remise en question finale du cycle de violence. Car en effet, jusqu'à ce point culminant, tous les affrontements de Sailor Moon se sont terminés par la mort de ses antagonistes. Tout comme elle et eux, celle-ci a du sang sur les mains. Mais jusqu'ici, elle ne voulait pas le voir et s'y confronter sous couvert de morale et d'un goût prononcé pour la justice. Elle défie son destin et sa condition pour choisir de vivre cette existence et toute la noirceur qui l'accompagne. Elle accepte pleinement sa condition humaine et ses failles, sa colère et la violence qui l'accompagnent. Sailor Moon n'illustre pas le bien en tant que tel, mais la volonté à lutter pour la paix et le bonheur. Usagi et l'ensemble des personnages ne font pas des choix universellement et infailliblement bons. Il et elle tentent seulement de faire des choix qui leur semblent justes. Sailor Moon n'est pas la justicière du bien, Usagi tente simplement de vivre en causant le moins de souffrance possible. Elle évolue et officie au nom de la justice. Et c'est pour ça qu'elle est une icône, car elle est profondément humaine dans toute la bonté et la noirceur qui la caractérisent. Nous faisons tous et toutes du mal aux autres, consciemment ou non. Mais nous agissons pour ce qui nous semble être juste et bon, selon nous et pour nous. Nous ne pouvons fuir nos responsabilités face à l'histoire, nos actes et nos choix. Sailor Moon a du sang sur les mains, et ce n'est pas par la volonté du destin, c'est parce qu'elle a choisi cette voie pour parvenir à ses fins, à juste titre ou non. Alors c'est avec amertume et regret qu'elle se convainc qu'elle a pris les bonnes décisions. Mais surtout, elle prend pleinement conscience de sa condition et le déterminisme qui l'accompagne. Sailor Moon est à son échelle et celle de son pouvoir, maîtresse de ses choix, passés et à venir.
Pour conclure, je dirais que j'ai été un peu dure avec la version de 92. Certes, elle a franchement mal vieilli, c'est sûr, mais je comprends pourquoi elle a autant marqué sa génération et son époque. Elle a indéniablement du charme et convoque, même sans l'avoir connue durant mon enfance, une douce nostalgie. De plus, cette adaptation est un réel précurseur dans le genre du Magical Girl et a joué un rôle majeur dans l'expansion des œuvres d'animation japonaises en France et à l'international. Cette adaptation et le manga dont elle s'inspire ont permis un profond tournant dans le genre du Magical Girl et pour le shoujo en général. Cette œuvre a profondément marqué les générations nouvelles qui n'ont peut-être pas encore réussi à l'égaler, voire même à la surpasser, et c'est bien pour cela qu'elle continue aujourd'hui d'agir comme une icône et une référence majeure du genre du Magical Girl. Et je comprends aussi pourquoi bon nombre des fans ont pu être déçus par Sailor Moon Crystal, plus proche du manga, plus lisse, voire fade, mais surtout bien loin des souvenirs de ce qui a fait de Sailor Moon l'icône qu'elle est et continue d'être. En effet, cette œuvre à sa création était un véritable phénomène de par l'innovation et la créativité qu'elle apportait, mais aussi parce que sa place d'icône est accompagnée d'un contexte. La série, et plus précisément l'anime de 92, ouvre bon nombre de questionnements quant aux conditions mêmes de sa création et de son influence. À la fois l'une des premières icônes féministes et girl power dans le Magical Girl, mais également refuge pour les communautés queer et LGBT, Sailor Moon, au-delà des questionnements existentiels et universels qu'elle aborde, résonne aussi avec les enjeux de son époque et au-delà. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo en entier. Si vous l'avez aimée et que vous souhaitez me soutenir, je vous invite à aimer, commenter et partager cette dernière, mais également à vous abonner à la chaîne. Pour plus de contenu exclusif, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, @henriette144p. En ce moment, avec la série sur Sailor Moon, je vous propose des petits réels dédiés au redesign des différentes Sailor Guardians. Et nous, on se retrouve dans 2 mois pour se demander si Sailor Moon est réellement une icône des luttes féministes. A bientôt!